J'ai sauté de joie, j'étais en colère, j'ai pleuré, j'étais triste, j'ai subi toutes ces émotions-là parce que quand on veut avoir la perfection, on passe dans toutes ces phases. Parce que Bonjour et bienvenue sur Sublime TV. Je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier numéro de F-Active. F-Active est une émission dédiée à la femme, à ses réalités, à ses valeurs et surtout à sa capacité de s'activer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une dame. Une dame qui a su se démarquer. Elle a l'élan que de femmes osent partir. Elle allait dans les airs au sens propre du mot. Et aujourd'hui, on recevra Madame Nanette Diva. Bonjour madame. bonjour. Et pour notre séance, nous aurons des questions. C'est un tableau libre, un tableau qui est permis, une émission qui est permis de s'exprimer. En tout cas, ici, on donne la parole aux femmes qui ont osé, aux femmes qui ont réalisé des choses et aux femmes qui sont capables de les transmettre à celles qui veulent évoluer aussi. Et si j'ai pu oublier quelque chose, je vous laisse l'occasion de vous présenter et de nous donner avec plus de précision par où vous êtes passé parce que c'est que vous avez fait de merveilles. Merci beaucoup, merci. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Edith Nanediba. Je suis entrepreneur, pilote de ligne aussi, d'avion. Et je suis présidente d'une coopérative de transformation agroalimentaire, AgroFeed Business Congo. Je suis présidente aussi de l'ONG Eliki Alangaï, qui est une ONG axée sur l'éducation, l'autonomisation des femmes, l'environnement et la santé. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis une Congolaise. J'ai grandi au Congo, j'ai fait mes études au Congo, plus précisément mon cycle lycéen à Thomas Sankara, et puis l'université, une grande partie de mon cycle universitaire à l'ENSP et l'École nationale supérieure polytechnique. Okay. Et ensuite, après avoir été en deuxième année de cycle ingénieur, c'est là où je me suis lancée dans un domaine que beaucoup de gens n'y pensent pas, même moi je n'y pensais pas, c'était l'aviation. Et par le biais d'un concours de la compagnie nationale en 2012, Air Équatorial Congo Airlines. Donc voilà un peu un petit bout de chemin. Et puis après ensuite, j'ai créé une coopérative de transformation agroalimentaire. Et ensuite, j'ai créé aussi une ONG. Et voilà, aujourd'hui, on est là. Je suis aussi, j'ai une autre casquette aussi, parce que je travaille actuellement à l'Agence nationale de l'aviation civile et je suis chef de bureau là-bas et je mets mes compétences de pilote auprès de l'Agence nationale de l'aviation civile, aussi de l'ANAC. D'accord, c'est ce que je disais depuis le début. On est allé dans les airs, c'est une dame qui a osé vraiment. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé? Comme je l'ai dit, c'est déjà un domaine que de femmes pensent, mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé d'emprunter ce chemin-là? Si je vous disais que c'était dans mes rêves de piloter les avions ou bien d'être pilote, c'est faux. D'habitude, au Congo, on a on a un chemin classique la plupart du temps. C'est que moi, je rêvais d'être médecin. C'était mon rêve le plus cher. Malheureusement, quand j'ai fait le concours, à l'époque, c'était l'INSA. Actuellement, c'est l'FSA, la faculté des sciences de la santé. Et je n'ai pas pu réussir ce concours, donc je n'étais pas admise. Donc, j'avais fait celui de l'ENSP, l'École nationale supérieure de polytechnique, et j'étais admise à ce concours. Donc, j'étais obligée de me rabattre, on peut dire, à un choix secondaire. Donc, du coup, quand j'arrive en deuxième année de cycle ingénieur,
c'est au pur hasard. Il y avait un forum des entreprises à l'époque, au Palais des Congrès. Et si je ne me trompe pas, c'était en 2012. Ouais, c'était en 2012, ou bien fin 2011. Il y avait des entreprises et il y avait la société CARE qui cherchait des jeunes Congolais qui devaient postuler pour les former dans le domaine de l'aviation. Et c'était une première. Une première pour moi parce qu'à l'époque, il y a eu Air Afrique, après ensuite l'INA Congo et après ensuite il n'y a plus de compagnies solides qui ont formé des Congolais. Donc il y a eu une génération des gens, des Congolais qui ont été formés dans le domaine aéronautique à l'époque, pendant la période de Air, Congo, de Air Afrique et l'INA Congo. Et ensuite, il n'y a plus de génération. Donc, c'est au pur hasard, c'est un ami qui m'en parle, qui dit que bon, il y a une compagnie qui veut former des hôtesses de l'air, des pilotes de ligne. Et moi, j'ai dit, hôtesse de l'air, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'étais pas trop féminine, de nature. Mais je me suis dit, pilote de ligne, ça me tenterait, je vais tester. Et j'ai postulé. C'est juste un pur hasard. Je n'avais pas vraiment de penchant de l'aviation, mais j'aimais tout ce qui est challenge technique. Comme on dit, les métiers d'homme, c'est caricatural. Et j'aimais tout ce qui est métier d'homme parce que moi, à l'université, j'ai fait génie civil, bâtiment et travaux publics. Donc, il y avait aussi très peu de femmes là-bas. Donc, moi, je me dis, bon, c'est un challenge à relever, je vais le faire. Et c'est après qu'on a fait plusieurs tests. J'ai réussi à ces tests-là. Et c'est là où j'ai commencé mon parcours de pilote apprenti, formation, jusqu'à avoir tous les brevets et les qualifications requises. D'accord, merci, c'est vraiment inspirant. On se rend compte que être pilote, c'était pas la seule option, en tout cas en tant que domaine réservé entre guillemets homme que vous avez fait. Et je voudrais savoir la motivation d'aller dans le domaine un peu réservé parce que vous avez dit que est-ce que c'est le fait que vous n'étiez pas assez féminine ou bien il y avait une autre motivation derrière cela? Bon, en ce qui concerne, c'était pas quelque chose, ça n'a rien à voir avec la féminité, c'est à voir avec l'émancipation. Très jeune, dès le collège, je me disais que je dois me débrouiller à être autonome financièrement. Et partout, je dois être capable de montrer mon intelligence. Donc, je dois exprimer ce que je fais. Je sais que à l'école, je savais que j'étais intelligente, très intelligente. Ça, il faut le reconnaître quand même. Du coup, je me suis dit, je dois me donner les moyens pour réussir. Donc, faire les concours, c'est quelque chose que je me disais, je me prépare, je me donnais à 100% avec mes collègues qui se connaissent bien sûr. Je me suis donné à 100% tous les moyens, me préparer pour participer à ces concours-là et réussir. Donc déjà, mon objectif, c'était de trouver du travail parce que on est formé au Congo pour aller à l'école et de travailler dans une entreprise. Donc je disais déjà que je dois être autonome, je dois gagner mon argent, je dois trouver du travail, et je dois aller à l'école, je dois réussir, je dois être parmi les premiers. Et ça, c'était ma motivation première. Donc, concernant la féminité, ça, c'est notre histoire. Ok, merci, c'est inspirant, hein? C'est vraiment inspirant de voir que il y a des femmes qui pensent bien déjà depuis le revers, il y a des femmes qui peuvent aujourd'hui activer d'autres femmes à pouvoir exceller, à ne pas rester dans un cocon, à en fait, aller à la recherche de ce qui est mieux. Et la prochaine question est celle-ci. Est-ce que vous avez toujours eu confiance en vous? Comme je disais tout à l'heure, être intelligent à l'école, c'est une chose. Avoir confiance en soi, c'est une autre chose. Je ne vais pas vous mentir, j'étais très intelligente, mais je n'avais pas confiance en moi. J'ai appris à avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que déjà, le fait, quand on a trop confiance en soi à l'école, ça devient, c'est catalogué de telle sorte que on dit que vous êtes trop arrogant, ou bien vous voulez montrer que vous êtes meilleur. La confiance en soi, je n'en avais pas parce que je ne voulais pas me faire démarquer ou me faire identifier
J'étais toujours dans mon cocon, je travaillais bien à l'école, mais j'étais dans mon coin. Je ne parlais pas beaucoup, tout précisément, à part avec mes amis, bien sûr, quand on est dans un cadre amical, exactement, mais s'exprimer devant les gens, exprimer ses idées, avoir la possibilité de convaincre des personnes, ça, j'ai appris à le faire. C'est un travail qui prend du temps. Et être capable de croire en soi quand on fait, parce que je doutais énormément, ce qui fait que je n'avais pas confiance en moi. Je savais que j'avais les capacités, mais je doutais, je me disais, si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Peut-être que ça va marcher. Et quand ça marchait, j'étais même choquée ou étonnée, alors que je n'avais pas besoin de douter plus précisément sur mes capacités ou douter sur ce que je suis. Donc, j'ai appris, ça m'a pris un travail, et c'est pendant que j'étais dans l'entrepreneuriat que j'ai appris à avoir confiance en moi. Parce que tout le temps, mon parcours du collège, du lycée, à l'université, j'ai commencé à travailler, je n'avais pas confiance en moi. Et on n'oublie pas, avoir confiance en soi aussi, parfois être brisé par les remarques de l'entourage, de la société. Et ça nous empêche de se développer, de s'ouvrir et de montrer nos capacités. Parce que beaucoup de gens nous jugent. Et quand on nous juge, on a tendance à se replier. Donc, j'ai appris. Je peux vous dire que sur 100%, j'ai confiance en moi à 90%. Mais il y a toujours une part de doute qui subsiste toujours. Il y a les 10%. Mais il y a le mot, parfois, c'est 100%. Mais après, bon, parfois, certains vous appellent de prétentieuse. Mais bon, c'est pas un problème, ça fait partie de la vie. Alors, quels ont été les plus grands défis que vous avez eu à rencontrer en tant que femme? Déjà dans le milieu à l'aviation, je vais dire, et dans le milieu entrepreneurial. Donc, le plus grand défi que j'ai pu rencontrer personnellement, c'est que dans l'aviation, j'ai eu beaucoup de gens m'ont épaulé, hommes et femmes. Je n'ai pas eu de problème particulier, mais c'est la perception des gens. Quand je me présente, je dis que je suis pilote, la première réaction d'un collègue dit c'est impossible. Ok. Ou bien il te dit, ah mais non, mais si tu pilotes l'avion, je ne monterai pas. Déjà, ils ne croient pas en ce que je fais. Ils sous-estiment les femmes. Ça, c'est quelque chose que je trouve malheureusement dommage, parce que quand tu en parles, les gens, souvent, ils sous-estiment, ils disent, c'est pas possible, comment elle a pu faire, c'est pas possible, non, un pilote, il doit être grand de taille, de rigueur. Non, un pilote, c'est une formation. C'est comme, imaginons quelqu'un qui conduit une voiture, on dit, ben, moi, j'ai conduit des poids lourds. Je dis, non, c'est pas possible, le mince, non. Si vous n'êtes pas le gabarit, non. C'est une formation, et puis il y a des certificats, des qualifications, et puis dès que vous avez ça, il y a des licences, vous pilotez l'avion. Donc, il y a beaucoup plus ce côté de sous-estimer. Les gens ne croient pas souvent en nous, les femmes, que ce soit dans le domaine entrepreneurial ou dans le domaine de l'aviation. Je vais pas vous mentir, j'ai reçu énormément de soutien de beaucoup de personnes. Et souvent, c'est beaucoup plus les hommes que les femmes qui nous soutiennent pour réussir, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, que ce soit dans l'aviation. Donc, voilà un peu le défi, les préjugés au niveau des femmes, où certains disent, bon, tu pilotes, comment tu vas faire pour avoir des enfants, comment tu vas faire pour te marier. C'est beaucoup plus ce côté-là qui voit. Et c'est pas se poser la question, mais comment on va faire pour exceller? Et comment ils posent beaucoup plus le côté sociétal pour se dire, bon, oui, mais tu pilotes, c'est vrai, tu conduis les avions, tu pilotes, mais les enfants, la famille, le mariage, comment tu vas faire? Tu vas jamais se marier, tu vas jamais avoir un copain ou un fiancé, des enfants. Donc, c'est beaucoup plus, on te ramène ce côté où il faut se mettre en tant que femme, femme au foyer, etc. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et au-delà de ça, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir lâcher prise? Bien sûr, bien sûr. À un moment donné, comme je dis, je travaille énormément et dans la vie, il faut apprendre à lâcher prise parce que
Sinon, on va être submergé, on sera, comme on dit, débordé. Donc, parfois, je lâche prise. Je peux bien travailler. Dans l'année, je travaille énormément. Il y aura un mois ou des semaines où je ne fais rien. Quand je dis je ne fais rien, je ne fais rien du tout. Parce que je dois souffler. Et en tant que personne, il ne faut pas oublier, il y a un aspect qu'on oublie souvent, c'est la santé mentale qui est très importante. Quand on a énormément de pression de travail à la maison, psychologique, la société, etc., à un moment, il faut lâcher prise pour ne pas être débordé parce que pour votre santé mentale, c'est important. Et moi, c'est ce que je fais. Je suis une personne où quand je constate que je suis dans un environnement négatif, je me retire. Je laisse tomber. Je me retire et je m'éloigne petit à petit pour éviter que ça puisse affecter mon mental. Et si ça affecte mon mental, ça va affecter mes performances. Si ça affecte mes performances, je ne pourrai plus le faire. Et je me débrouille à faire à ce que je ne puisse pas me retrouver dans ces conditions-là. Et aussi un aspect qu'on doit prendre en compte aussi, on travaille énormément. Et ça, c'est pour tout le monde. Que ce soit les jeunes, que ce soit les mamans. À un moment donné, il faut se prendre son temps pour soi. Okay. Prendre un peu d'argent de côté et se dire, je vais me déplacer, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit ailleurs, pour prendre un peu, savourer l'argent que j'ai trouvé pendant des années. Ça, c'est ce que nous, on fait. Oui. On travaille énormément, même nos mamans, nos papas, ils travaillent énormément, même si tu as gagné un peu. Savourez au moins l'argent que vous gagnez. Allez loin de ces problèmes-là, parce que les problèmes ne vont jamais finir. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est ce que moi, j'essaie aussi de faire. Et ce que vous dites est très important parce que beaucoup de femmes vivent la même chose, mais ne se prononcent. Il y a d'autres qui vont jusqu'à finir avec la vie parce que avec toute la pression, on ne peut pas s'exprimer. Et c'est bien pour nous parce qu'on profite de cela pour comprendre qu'il faudrait se donner du temps. Il faudrait avoir un moment où on lâche prise, on dit d'accord, je fais, mais il faudrait que j'ai mon temps à moi-même parce que après tout, il faudrait se réserver un temps pour ça. Oui, exactement. Et on va parler un peu du foyer parce que vous avez fait un peu. Comment gérez-vous votre foyer? Comment vous jonglez entre les occupations professionnelles et la vie de foyer? Très bonne question. D'abord, premièrement, je devais dire, je ne suis pas encore mariée officiellement, ni même traditionnellement, mais je suis en couple. J'ai une fille. Nous ne vivons pas ensemble parce que c'est un peu typique, c'est en cours. C'est en cours. Non, mais il faut prendre son temps. Hein. Le monde, il faut se connaître, il faut prendre son temps et puis ensuite être sûr et se mettre, vivre ensemble parce que c'est tout un processus. Et ensuite, le fait que je suis en couple, parce qu'il faut faire la part des choses au niveau du temps. Je fais beaucoup d'activités, je travaille, je fais la partition de mon temps. Il y a un temps pour mon travail, par exemple, à la NAC, il y a un temps pour mon travail à la coopérative, avec l'ONG, il y a un temps pour ma fille et pour monsieur. Donc, j'essaie un peu de planifier. C'est pas facile. Si je vous dis c'est facile, c'est complètement faux. J'essaie un peu de planifier et j'ai un avantage énorme parce que j'ai ma famille qui me soutient, ma mère. Donc, j'ai ma famille. Pendant la journée de mon travail, quand je suis occupée, ma fille, elle est prise en charge par mes parents. Elle vit avec des personnes qui sont bienveillantes, qui s'occupent d'elle. Et moi, c'est le soir que je viens la retrouver et je m'occupe d'elle. Donc, c'est pas facile, surtout pour une mère seule, c'est très compliqué. Mais il faut être entouré ou par des amis très bienveillants qui sont capables de vous accompagner, ou par la famille doit vous accompagner. Parce que sans la famille ou des amis proches, ce serait très compliqué pour réussir. On dit toujours, on élève un enfant. On ne peut pas élever un enfant seul, mais c'est tout un village qui élève un enfant. Et c'est ce que j'essaie de faire. Parce que l'enfant va apprendre, il va inculquer mes valeurs et les valeurs de ma famille et de ceux qui sont proches de moi.
Donc voilà un peu ce que j'essaie un peu de planifier tout pour essayer à ce que je puisse ne pas avoir l'équilibre. Donc, par exemple, les week-ends, la plupart du temps, les week-ends, c'est réservé à ma fille. Vraiment, même si vous me donnez un peu d'argent, là, si c'est le week-end, c'est réservé à ma fille, c'est réservé à ma fille. Je prends du temps pour elle, je me balade avec elle. S'il faut manger, passer du temps avec elle, c'est comme ça. Et ensuite, pareil pour d'autres activités, etc. D'accord. Et vous avez dit que vous avez une fille, très mignonne d'ailleurs, j'adore les enfants, surtout les filles. J'aimerais savoir comment vous avez géré sa maternité, la maternité, quand elle est venue, comment vous avez géré? Est-ce que vous avez mis une pause au niveau professionnel? Je parle là surtout pour l'entrepreneuriat et comment vous avez géré ça? Est-ce que la maternité, moi j'ai eu l'opportunité, pendant ma grossesse, les 9 premiers mois, je n'avais pas eu de complications. Et ensuite, j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement, parce que je gérais l'arrivée de mon conteneur et les équipements, la mise en place. Donc, je suis allée à l'hôpital, j'ai accouché. J'avais accouché par césarienne. Cela j'étais obligée de prendre 3 mois au moins minimum de repos. Parce que ça devait me permettre d'abord que mon corps puisse guérir et aussi d'apprivoiser le bébé parce que j'étais une primipare. Donc, c'était le premier enfant que je devais avoir. Et je ne pouvais pas avoir la pression de me dire que je vais bien reprendre au travail. Mais, comme j'ai toujours dit, mon cas, elle est spécifique. C'est pas pour toutes les femmes. Il y a d'autres femmes qui ont des grossesses un peu difficiles. Et ensuite, dans le cas de l'entrepreneuriat, j'ai un associé, monsieur André, qui a pris le relais. Il travaille avec moi. Donc, du coup, je ne me souciais pas du fait que je sois en repos, que l'entreprise soit en mise en arrêt. Non. Au contraire, l'entreprise fonctionnait normalement et on pouvait me poser quelques questions, mais j'étais à la maison, je prenais mon temps pour guérir et prendre mon temps pour m'occuper de ma petite fille. Donc, le côté maternité, je l'ai bien géré, mais toujours accompagné de ma famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de plus cher. C'est pas comme en Europe parfois, on est parfois seul. Et là, c'est plus cher parce que la famille est là tout autour. Ils forment un cordon pour nous accompagner. Donc, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé. Et j'étais primipare, donc apprendre à apprivoiser l'enfant. Et c'est aussi une autre expérience, et une nouvelle expérience qui est très intéressante. Voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de la maternité pendant l'entrepreneuriat. Et c'est bien ce qu'on doit retenir, ce qu'on peut remarquer, c'est que nous avons cette capacité-là de pouvoir tenir, gérer l'enfant et l'entreprise. Moi, je suis très admiratrice de savoir que même à la veille de l'accouchement, vous avez travaillé, vous n'avez pas arrêté, et rien ne s'est arrêté. Vous n'avez pas arrêté là, vous avez pris en compte encore votre enfant que vous avez appris à aimer, à s'approprier. En fait, c'est très bien. Ça veut dire que on peut jouer ces deux rôles à la perfection, que l'un n'empêche pas l'autre. Toujours être accompagné, c'est important. En tout cas. Et on dit souvent que les femmes fortes ne pleurent pas. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux. Complètement faux. Je ne vais pas me mentir, dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'aviation civile, j'ai pleuré, j'ai passé toutes les phases, toutes les émotions. J'ai sauté de joie, j'étais en colère, j'ai pleuré, j'étais triste, j'ai subi toutes ces émotions-là parce que quand on veut avoir la perfection, on passe dans toutes ces phases. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, tout se passe bien, c'est avec plaisir. Moi, ma première fois que je livre mes chips, par exemple, à un supermarché, j'étais très contente. Oui, très contente. La deuxième fois où on me dit ben, le conteneur est resté pendant plus de 2 mois, c'est pas arrivé, et puis les clients ont décommandé, j'ai pleuré aussi. Parfois, c'est la ressource humaine
quelques travailleurs qui ne viennent pas, ça énerve. Je ne sais pas si dans toutes les phases, c'est faux. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, on vous montre que le côté positif de toutes les activités, mais aussi le côté négatif et le vécu de la personne qu'on ne montre pas. Parce qu'il faut montrer que des belles choses. Donc, du coup, c'est faux. C'est ça la vie. La vie, il y a des hauts et des bas. Parfois, il faut pleurer pour essayer un peu de, de décompresser. Parfois, c'est important. Pleurer, c'est pas mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Pleurer, ça permet d'évacuer toutes les émotions. Et puis ensuite, le lendemain, on se dit, bon, on recommence. On reprend encore. C'est pour te redonner la force. Mais par contre, pleurer tous les jours, là, ça devient un problème. Là, il faut voir un psychologue ou autre. Mais si c'est pour un coup, tu pleures, tu te dis, ben d'accord, je me relève. Demain, tu te relèves, tu repars au combat, au charbon. Ça, c'est acceptable. Donc, moi, je ne peux pas dire aux gens de ne pas pleurer, c'est faux. On peut parfois pleurer, mais ça dépend. Hein. Vous pouvez pleurer dans la chambre, ça dépend de vous, mais pleurer, c'est quelque chose de... C'est une émotion importante aussi dans la vie. On retient qu'on peut pleurer, mais avec l'objectif en tête. Bien sûr, c'est une obligation. Hein. Il faut toujours avoir des objectifs en tête. Okay. En pleurant, bien sûr. Ok. Nous allons passer à une rubrique, j'ai deux questions, de toi à moi. C'est l'une ou l'autre. Ok. Donc, c'est entre être pilote ou chef d'entreprise. Vous choisissez quoi? Moi, je choisis les deux. Hein. Parce que pilote, l'avantage, c'est que c'est un métier où non seulement tu voyages énormément, tu rencontres beaucoup de gens dans le monde, de différentes cultures, différents pays, tu découvres moi j'adore manger, tu découvres un peu le culinaire, donc les lieux de la nourriture, les endroits, les musées, ça c'est ma passion, le musée, tu découvres énormément de choses. Mais aussi, l'entrepreneuriat, c'est l'avantage, c'est que tu découvres aussi le monde, notre pays à nous, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Donc, je suis au milieu. Je peux pas prendre. Donc, je dis les deux parce que j'adore, parce que la liberté, quand tu entreprends, ça a un avantage, c'est magnifique de voir que tu apportes quelque chose à l'économie de ton pays, tu apportes une plus-value à la valorisation des produits congolais, par exemple, de la noix de coco, la banane, etc. Donc, tu dis, mais c'est beau de voir. Et quand tu voyages, et quelqu'un te dit, mais j'ai mangé tes chips dans un avion, ça me dit, waouh, c'est génial. C'est montrer un peu ce savoir-faire, les deux. Ok, on va passer à une autre question de la rubrique, c'est épouse ou entrepreneur? Épouse et entrepreneur. Ça, c'est une question difficile. Si vous avez bon, pour le moment, je suis en couple avec la bonne personne. Si vous avez le bon conjoint, il est épouse, mais s'il est le bon, il va vous soutenir à entreprendre. Donc, du coup, ce sera les deux. Par contre, si vous avez un mauvais conjoint ou un mauvais époux, je préfère que ce soit entreprendre. Parce que normalement, le meilleur conjoint bon l'époux, il va vous soutenir dans vos projets. Donc, forcément, si vous faites l'entrepreneuriat, il va vous soutenir dans ça. Mais s'il n'est pas la bonne personne, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Entrepreneur. D'accord. J'ai là, c'est clair. Ce qu'on retient ici, c'est que personne ne doit, on doit attendre de prendre la place de personne. On doit attendre que personne donne notre place. On doit se faire une idée. On doit se lancer nous-mêmes. Donc, on ne doit pas dire, on ne doit pas attendre, non, faire cette permission. Attendre la permission, je veux dire, on ne doit pas attendre la permission de quelqu'un pour pouvoir faire. Le cas qu'on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut faire avec nos moyens et demander de l'aide comme les 10 dernières EP, c'est mieux. Et avant de finir, madame, si vous devriez donner 3 conseils à une femme, 3 conseils concrets à une femme
qui n'ose pas encore prendre sa place, quels seront-ils? Déjà, la première des choses, il faut déjà, premièrement, pour une femme qui n'ose pas prendre sa place, apprendre à avoir confiance en elle. D'accord, on retient la confiance en Ça, soi. c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut avoir de l'audace après. Hélas, oui. Oui. Et puis, troisième moment, il faut avoir l'art de convaincre. Donc, se débrouiller à apprendre à convaincre les gens. Parce que quand on a les trois, on peut tout faire. Même aller devenir astronaute. Donc, confiance en soi, audace et l'art de convaincre. Voilà les trois clés qui permettent à une femme de se démarquer. Confiance en soi parce que quand tu as confiance en soi, confiance en toi, tu peux te vendre, tu peux faire ce que tu veux. Il y a déjà la confiance. L'audace, ça veut dire que tu n'as pas peur d'aller toucher ou d'aller dans n'importe quel domaine. L'art de convaincre, ça veut dire que quel que soit ce que tu vas toucher, tu es capable de vendre. Et quand tu vends, les gens vont acheter. Et quand les gens achètent, c'est de l'argent qui rentre. Quand l'argent rentre, on devient millionnaire. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Bon, pas forcément millionnaire, mais on se fait plaisir. Au moins, on est heureux. Ça, c'est le plus important. D'accord. Alors, on va voir la fin de l'émission. Merci. Quel est le message que vous pouvez adresser à toutes ces femmes qui nous regardent? Ne vous sous-estimez pas. Je voulais dire aussi que les femmes, vous êtes toutes belles. Souvent, on nous dénigre quand on est petite, c'est logique. Mais vous êtes belles, ne vous sous-estimez pas. Vous avez toujours quelque chose à offrir. Vous avez toujours un talent caché. On ne sait pas lequel, parfois pour certaines, mais vous allez le découvrir avec le temps. Donc, vous avez tout le monde à vos pieds. Et n'oubliez pas que sans vous, vous ne devez pas avoir des enfants. Donc, vous êtes des femmes et vous êtes le modèle de beaucoup de gens. Et ne vous sous-estimez surtout pas. Ça, c'est la chose la plus importante. Ayez confiance en vous, travaillez sur vous, et puis ensuite, foncez. Quand vous avez une idée, foncez. Si ça ne marche pas, c'est pas un problème. Vous allez retomber, vous allez vous relever et vous foncez. C'est la vie, c'est comme ça. La vie, elle est faite ainsi. Et ensuite, il faut pas attendre que quelqu'un te tend la main parfois. Il faut parfois aller arracher l'opportunité. Donc, arracher des opportunités. Foncez, et c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous allez atteindre des sommets, les merveilles. D'accord. On a une assez révélation et on se rend compte qu'on n'ose pas faire les choses parce qu'on se met un blocus dans la tête. On se dit que si je le fais, est-ce que les gens vont apprécier? Je vais me joindre à Madame Nanette et dire qu'on peut commencer avec le peu qu'on a devant nous. Et il suffit juste qu'on arrive à se vendre et on verra que les gens. Il faudrait d'abord croire en soi. Quand on croit à ce qu'on veut faire réellement, même si vous n'avez pas les moyens, vous ne trouverez pas quelqu'un sur votre chemin. Et ensemble, nous, cette émission-là, avec vous, avec nous, que qu'ensuite on évolue ensemble parce que ensemble on peut aller de l'avant. Certains un peu des stéréotypes qui disent, c'est la qu'on avait connecté, certains un peu de là, essayant de nous tenir main dans la main. Si vous avez une idée, on a la dame, elle est très disponible, très gentille, elle peut nous accompagner déjà à faire ce que nous pouvons faire avec ce qu'on peut. Cherchons des gens qui peuvent nous motiver à faire ce que nous voulons, des gens qui peuvent mettre la main. Je ne parle pas d'argent, je parle des idées qui peuvent nous accompagner à aller au-delà de ce qu'on veut. Donc, c'est un peu de la chambre de poserie bizarre qui n'apporte rien. Allons à la rencontre de notre plaisir. Donc, c'est avec ces mots que je dis merci à Madame Nanette d'avoir disposé de votre temps si précieux. Et merci de cet échange aussi inspirant. Une fois vous nous avez dit des choses. On se rend compte qu'il n'y a pas que des hommes là qui vont dans les airs. Non. Il y a des femmes qui étaient très bien d'ailleurs. Et merci pour votre expérience, pour le partage d'expérience, pour cette opportunité que vous nous avez accordée aussi de pouvoir discuter avec vous. Et merci à vous
Je vous recommande de suivre l'émission parce que c'est inspirant de voir des dames qui se démarquent et qui ne dit pas que c'est vous prochainement. Qui ne dit pas que vous serez à la place de Madame Nanette pour pouvoir vous partager votre expérience aussi. Et d'ici là, on se dit au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas, ici, on ne subit pas. On active, on s'active. À la prochaine.